Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense, promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go! En 2020, quand la pandémie venait de débuter, je commençais ma 2e grossesse. La période était incertaine, particulière, extrêmement stressante pour une grande partie de la population et surtout pleine de points d'interrogation pour d'autres. Au fur et à mesure que le climat pesant s'installait, j'ai cherché des solutions pour me relaxer. Avec une sage-femme, spécialiste de l'hypnose natale, j'ai testé la méthode de Lise Bartoli et je me suis plongée par la même occasion dans son livre intitulé « Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es ». Lise Bartoli est psychologue et hypnothérapeute. Elle a développé une méthode pour accompagner les futures mamans et parents dans ce moment si important de leur vie. À travers son livre, on plonge dans le monde du rebirth, donc c'est la renaissance en français, pour comprendre comment la façon dont on vient au monde impacte notre vie future. Le livre est fascinant, plein d'anecdotes de ses patients et patientes, et met en lumière une période que l'on pense avoir oubliée en tant qu'être humain, ou en tout cas avec peu d'importance, mais qui nous affecte tout au long de notre existence. Je vous laisse découvrir le regard de Lise sur nos premières minutes de vie, et vous allez être époustouflés. Bonjour Lise, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors tu es psychologue, et ma première question déjà c'est pourquoi est-ce que tu as voulu être psychologue? Ah, alors la réponse va être longue. Pourquoi j'ai voulu être psychologue? En fait, j'ai fait des études d'anglais, j'ai fait un master d'anglais parce que j'adorais l'anglais, que je savais pas trop quoi faire à l'époque. Je suis sortie du lycée. Et après, j'ai enchaîné sur un master de psycho, mais pas du tout pour travailler, pour mes futurs enfants, parce que j'avais l'idée d'avoir des enfants. Et j'ai d'ailleurs fait à l'époque un master de psychologie de l'enfant, en fait, hein, en me disant, tiens, je comprendrai peut-être mieux les enfants, etc. J'avais pas d'enfants à l'époque. Mais c'était par plaisir, parce que moi, je suis une éternelle assoiffée de tout ce qui peut y être, et j'adore être sur le banc, non pas de l'école, mais de l'université. J'ai vraiment beaucoup aimé les facs, hein. J'ai donc suivi ça et ensuite j'ai fait totalement autre chose, mais j'ai fait à un moment donné un développement personnel beaucoup plus basé sur tout ce qui était énergétique, etc. Donc je suis formée aussi à tout ce qui est énergétique et l'hypnose et je me suis dit mais c'est formidable, il faut aussi que je transmette ça, quoi, en fait, hein. C'est souvent le cas, les gens qui sont passés par là finalement se disent mais on ne transmet pas mieux que ce qu'on a vécu soi-même finalement. Donc du coup, j'ai fait une formation d'hypnose la plus poussée et donc j'ai refait un master non plus de psychologie de l'enfant cette fois-ci, alors que je commençais à avoir mes enfants, je crois, ou ils n'étaient pas encore nés, je sais plus, mais j'ai fait un master de psychologie clinique et pathologique, voilà. Et donc je travaille en maternité,
ce qui m'a passionnée. J'ai travaillé en PMI, protection maternelle infantile, et puis et en libéral aussi, bien sûr, en crèche aussi. Voilà, j'ai travaillé en institution et en libéral, et j'ai mené tout ça de front à un moment donné. Et puis après, petit à petit, j'ai rétrogradé parce que ça faisait beaucoup trop. Est-ce que tu as incorporé l'hypnose tout de suite dans ta pratique ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure vu que tu t'es beaucoup occupée des nouvelles mères? Alors, pour les mamans, j'ai d'abord fait l'hypnose. En fait, j'ai intégré l'hypnose très rapidement pour la bonne raison que je voulais que ce soit énergétique. Mes rendez-vous, etc., enfin, ma pratique était basée sur l'énergétique et que je trouvais que l'hypnose était fabuleuse pour ça. Et je pense toujours. Je pense que dans l'hypnose, il y a ce côté un peu énergétique. On va pouvoir un peu s'envoler, on va pouvoir être avec l'autre et puis les inconscients vont pouvoir se parler, ce que j'appelle moi la résonance. C'est-à-dire que là, il faut être ouvert à quelque chose de bien plus grand que ce qu'on est physiquement, etc. Donc là, je trouvais que l'hypnose pouvait permettre, en fait, aux personnes de pouvoir voyager sans se dire c'est quoi ce truc, c'est bizarre, pourquoi j'ai des ailes et que je m'envole. Non, il n'y a rien de bizarre en fait. L'hypnose nous permet ça en fait. Donc du coup, c'est une hypnose évidemment très respectueuse de l'être, hein, et non pas du tout une hypnose autoritaire, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et comme là, moi je suis passionnée par tout ce qui est naissance depuis l'arrivée de mes enfants, qui ont maintenant 30 ans, donc voilà, ça fait un moment. J'ai fait déjà un guide des maternités à l'époque où j'étais visiter plein de maternités parce que je trouvais ça impensable qu'on puisse accoucher dans un endroit sans savoir ce qui s'y passe, hein, sans connaître les gens, etc. Enfin bon, ce sont des choses qui me dépassaient, ça. Donc, du coup, j'ai commencé tout ce travail-là et je me suis dit, mais il faut que l'hypnose soit adaptée aux futures mamans. Il y a pas le choix, qu'en fait, parce que là, vraiment, on va reprendre vraiment possession de tout ce qu'elles sont, de toutes leurs ressources, de toute leur intuition aussi. Et ça, c'est formidable. Donc, j'ai adapté très vite, en fait, l'hypnose aux femmes enceintes pour pouvoir le transmettre aux sages-femmes d'abord, et puis après c'est devenu aussi transmis à d'autres personnes qui s'occupent, qui reçoivent aussi des futurs parents. Voilà l'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par une pratique énergétique? Parce que je pense que tout le monde n'a pas la référence. Oui, et c'est difficile en fait. Une pratique énergétique, ça va être de pouvoir, alors il y a plein de façons de pouvoir faire de l'énergétique, hein. Par exemple, des gens qui vont faire, les kinésiologues vont faire l'énergétique, certains ostéos vont faire aussi, parce qu'ils vont être plus branchés sur le corps de l'autre, etc. Moi, c'est sans toucher ni rien, mais c'est en voyageant ce qu'on peut appeler l'état amplifié de conscience, mais qu'on peut appeler par plusieurs noms, en fait, qu'on appelle autrement énergétique, mais bon, c'est une façon de pouvoir s'extirper de ce qu'on est pour pouvoir être sur l'autre et puis pouvoir écouter. Pour moi, c'est ça l'énergétique. Écouter ce que l'autre a à me dire d'un point de vue non pas uniquement en parole, c'est important, on va écouter la parole de l'autre, mais on va voir aussi comment il se comporte, évidemment, mais c'est aller beaucoup plus loin. Moi qui suis psychologue, c'est vrai que c'est pas des outils, bon, je suis psychologue très bien, mais j'ai tout de suite vu que j'allais pas trop me servir des outils qu'on m'a donnés là, sauf si je veux faire des tests, etc. Bon, très bien, mais moi je voulais aller plus loin, je voulais avoir une connexion qui soit pas une connexion concrète, on va dire, qui soit plutôt une connexion, voilà, parce qu'on pense qu'on a notre corps, mais on a autour de nous un espace comme ça énergétique qui est très puissant, puisque dedans, il y a plein d'informations. On cherche souvent les informations dans le cerveau en disant on va trouver dans le cerveau. Non, on va pas trouver, puisque c'est autour de nous, c'est dans cette énergie-là. Donc d'être connecté avec quelqu'un qu'on t'accompagne en hypnose, ça va être le même rapport, c'est-à-dire qu'on va avoir ces informations. Enfin, moi, j'enseigne l'hypnose comme ça, moi, en fait, hein. Tous les gens qui sont passés dans mes formations savent très bien que faut rester connecté à l'autre et non pas lire un truc, etc., parce que ça n'a aucun sens, hein. Et c'est ça qui va permettre d'accueillir l'autre tel qu'il est, avec toutes ces informations, et de pouvoir transformer ce qu'on est en train de dire grâce à l'autre, parce que c'est l'autre qui fait tout le travail finalement. Souvent, je dis, je fais rien, c'est la personne que j'accompagne qui va m'envoyer des informations, et donc, je veux dire, tiens,
on va faire ça, tiens, enfin, mais c'est pas moi comme ça qui sort ça du chapeau, c'est la personne qui me transmet. Pareil avec les enfants, c'est formidable avec les enfants parce que c'est avec des contes, et les contes, c'est eux qui les envoient finalement, mais sans le savoir. Et évidemment que ça les touche au plus profond, quoi, puisque c'est leur matière, c'est eux, c'est leur énergie, en fait. Hein. Donc, c'est entrer dans le monde de l'autre. Donc, voilà, après, il y a mille manières de le faire. Moi, c'est plus au niveau intuitif, on va dire, que je m'en sers, que je utilise, c'est-à-dire d'être là en ouvrant un peu comme si on ouvrait la porte en disant alors qu'est-ce que vous avez à me dire, hein, qu'est-ce que vous avez à m'enseigner parce que c'est l'autre qui enseigne. Ok, très bien, alors je fais. En fait, c'est les deux inconscients qui travaillent, mais moi, des fois, je sais même pas trop ce qu'ils font finalement. Hein. C'est après que je réalise, je dis, ah oui, tiens, il y a ça, peut-être que dans votre famille, il y a eu ça. Ah oui, d'accord, je comprends. Et puis, c'est la personne en face qui va le faire. Donc voilà, c'est un peu résumé, mais c'est difficile parce que le mot énergie a pris tellement de formes en fait. Moi, c'est la façon à moi de vivre énergétiquement et d'être en phase avec l'autre et de travailler d'un point de vue énergétique, mais uniquement dans l'espace de mon cabinet, c'est-à-dire que je ne vais pas faire ça à chaque fois que je vais manger quelque part. Sinon, je vais pas arrêter. Ou dans le métro, oh, tiens, lui. Donc, mais si on se met à l'écoute, et moi, quand je fais une formation qui s'appelle Résonance, justement, où on fait plein d'exercices très cerveau droit pour pouvoir être en connexion avec l'autre. Et c'est très étonnant parce qu'il y a des choses dont tout le monde est capable, mais dont on ne se sert absolument pas. Et dès le moment où on sait s'en servir, finalement, on peut aller connecter autre chose avec toute bienveillance, bien évidemment. Bien évidemment. On est toujours dans une grande bienveillance. Il n'est pas question de faire les choses. Enfin, il y en a qui font les choses à l'envers, mais il ne faut surtout pas, évidemment. Mais ça, c'est toujours dans le respect de l'autre. Si on s'intéresse à la grossesse, moi je fais partie des femmes qui ont du mal à connecter avec leur bébé enceinte. Et je sais que pour ma deuxième grossesse, j'ai écouté donc les audios que tu proposes en hypnonatal. J'ai aussi fait l'effort pour moi, parce que c'était pas quelque chose de naturel, d'aller avec une sage-femme qui pratiquait l'hypnonatal pour arriver à connecter, parce que j'avais un projet d'accoucher à la maison et je savais que c'était très important d'avoir ce lien, cette connexion, et ça a bien marché. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, sans évidemment mettre la pression aux futures mères, mais pourquoi c'est important d'avoir ce lien bébé-mère dès la grossesse ? Oui, dès la grossesse, parce qu'en fait, le bébé est là même avant la grossesse, on va dire, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que le bébé, il sait très bien où il arrive, mais c'est pas facile aussi parce qu'il est en lien, alors, avec les deux parents, mais là, on s'occupe plus de la maman. Pourquoi? Parce qu'il est dans le ventre de la maman, donc il est dans l'énergie de la maman, hein, puisqu'on parle d'énergie. Il est dans l'énergie de la maman, il ressent tout. Il ressent tout, alors on va pas du tout, comme tu dis, on va pas dire faire que les femmes font oh là 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 là, j'ai pensé ça, oh là là, non, non, peu importe ce qu'on vit, parce que le bébé, il va vivre aussi plein de choses après. Mais on peut lui parler, alors quand je dis parler, c'est pas du temps lui parler avec des mots, c'est parler avec la pensée aussi, parce que ça, l'enfant, il va le comprendre. Et on peut se dire, oh, bah, il a que 3 mois de grossesse, tu parles, il n'entend rien. Mais bien sûr que non, le bébé ressent tout ça, il ressent tout ce que la maman ressent, et les choses vont se transformer. Un bébé qui peut-être a une certaine anxiété de ça, si maman, elle fait hypnonatal et si elle se détend et puis si elle va connecter son bébé, que le bébé ressent ça, évidemment que du coup, ça va permettre au bébé de modifier, même au niveau ADN, on va dire, parce qu'on sait très bien qu'il y a l'épigénétique qui fait qu'il y a des transformations qui se font pendant la grossesse. Donc, on va pouvoir changer des choses chez la maman, mais la maman étant en lien avec le bébé, chez le bébé. Voilà, c'est une façon de toucher le bébé, en fait. La future maman va pouvoir aller réveiller des ressources, être en contact avec son bébé, mais c'est surtout parce que le bébé va ressentir tout ça et on peut très bien être angoissé par quelque chose et après dire au bébé, t'en fais pas, j'en ai rien à voir avec toi, je vais régler ça. Hein, même de le penser, il y a des études qui ont été faites, on dise les choses au bébé ou qu'on les envoie, qu'on envoie la pensée, c'est pareil, le bébé va réagir de la même manière. Donc, on est là dans cette idée où le bébé est une personne finalement, hein, que c'est pas juste un petit bout qui arrive et puis ah ben on verra quand il sera né comment il sera. Non, il est déjà là et il est en lien total avec maman. Donc là, de créer ce lien, puisqu'on va créer, c'est une des choses qu'on fait dès le démarrage en hypnonatal, donc tu as dû le faire avec la sage-femme qui fait l'hypnonatal, c'est de créer ce lien. Et c'est important parce que ce lien-là, le bébé va le ressentir.
J'avais une sage-femme qui avait, dans un hôpital, qui travaillait en hôpital, qui avait été formée à l'hypnonatal et qui m'a envoyé une écho, enfin comme ça, d'un bébé. Elle sentait que la maman allait très bien, mais le bébé, elle voyait que au niveau cardiaque, ça battait fort et le bébé avait un problème. En tout cas, elle sent que le bébé, il a un problème. Donc, elle demande à la maman qui était prête à accoucher finalement comment ça va. Et la maman dit non, non, ça va très bien. Non, non. On dit ben, non, parce que bébé dans votre ventre, je sens que voilà. Donc, ah bon, ben non, mais moi rien. Et en effet, elle, tout allait bien. Son bébé, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un exercice qui est un exercice qu'on fait en hypnonatal que tu as peut-être fait, c'est d'aller retrouver son bébé et d'aller le prendre quand il est dans le ventre. Et elle m'a envoyé le nom parce que c'était flagrant. Elle a mis une flèche là où elle avait fait la visualisation. C'était le bébé. Ça y est, maman, elle pense à moi. Maman, elle est reliée. Et c'est ça qui est important quand on va accoucher, etc. Bien sûr, il y a le stress, il peut y avoir, etc. Mais on est en lien avec le bébé. C'est ça qui va être important. Enfin, c'est terrible de se dire, moi, je vais accoucher, mais je vais regarder sur mon portable des vidéos, des petits films, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me déconnecte. Alors, on va prendre la péridurale parce qu'on dit, moi, je veux pas sentir les choses. Les bébés, lui, ben, il va falloir qu'il aille, et puis 2 fois plus, parce que là, on le ralentit, donc ça va pas être facile. Et la maman, dans ce cas-là, se déconnecte. Je ne sens plus mon bébé, je ne sens plus la douleur. Donc, je me déconnecte et je vais, avant, moi, quand je visitais, il y en a encore, hein, il y a des endroits où il y a des téléviseurs. Moi, je me disais, pourquoi vous mettez un téléviseur dans la salle de naissance? Oh, j'aime bien regarder des fois leur feuilleton, tout ça. On attend un petit bébé, c'est un moment extrêmement sacré partout dans le monde, et on va se retrouver connecté à un film, à une vidéo, au téléphone avec des... Et le bébé, lui, eh ben, ok, eh ben, je suis tout seul, hein. Eh ben, je vais y aller, mais c'est pas facile. Tout ça, ce sont des mémoires qu'il va prendre, le bébé. Moi qui beaucoup travaillé alors sur la naissance, c'est vrai, mais dès le moment où j'ai un adulte, je demande toujours comment s'est passée la naissance, et même s'il le sait pas, on va creuser, parce que très souvent, on va retrouver des répercussions, là, même s'il a 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge, parce que l'inconscient est hors temps, hors espace, donc on s'en fiche, hein. Donc quelque chose qui s'est passé dans le ventre de maman ou à la naissance, on va retrouver. Donc, je suis bloquée, j'y arrive pas, je me sens comme si, qu'est-ce qui s'est passé pendant la naissance? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse? Et on va retrouver les informations, la mémoire qui a déjà s'est déclenchée à ce moment-là. Alors, bien sûr, après, on va le travailler, tout ça. Mais c'est ça qui m'a dit, mais incroyable nombre en psycho, on ne demande pas toujours le naissance. Moi, comme c'est mon dada, évidemment, je me suis beaucoup intéressée à ça et je me suis dit, oh, on s'occupe beaucoup de la petite naissance. Freud disait, voilà, c'est les enfants quand ils sont petits, la maternité, jamais. Alors qu'il y a tellement d'infos importantes qui vont marquer l'enfant, qui vont marquer son destin finalement, hein. Et donc, c'est important de pouvoir suivre cet enfant. Alors, évidemment, quand on les suit, qu'ils ont 7, 8 ans, c'est formidable parce que avec un seul compte, on va pouvoir remodeler beaucoup de choses rapidement. Mais même quand ils ont 50 ans, la mémoire, elle est toujours là, mais on va modifier des choses pour qu'ils puissent d'abord accepter, accueillir et ensuite transformer les choses parce que le but, ça va être ça. Alors ça, pour ça, c'est vraiment fabuleux. Donc en fait, avec Hypnonatal, on va à la source même pour qu'il y ait moins de problèmes après pour cet enfant et pour la maman. Donc le lien, il démarre là et il va être utilisé pendant toute la grossesse, bien évidemment, parce qu'à chaque fois que je pense à mon bébé, je suis en lien avec lui. Moi, j'ai des femmes, il y a une époque où c'était des CD maintenant. Ça se fait plus beaucoup les CD, mais bon, j'enregistrais des séances sur les CD, les visualisations, et les femmes, bon, je suis à Paris, donc évidemment, les femmes me disaient, en fait, le seul moment où je pense à mon bébé, parce que je suis débordée, boulot, machin, etc. Le seul moment où je pense à mon bébé, c'est quand j'écoute vos visualisations. Ça peut sembler étrange, mais en fait, ce bébé-là, il attend que ça. Et moi, quand il entend ma voix après l'accouchement, quand il entend ma voix, je peux vous dire que il me fait oh là là, c'est elle, je reconnais sa voix. Et, parce que ils ont enregistré, et moi je leur dis merci chaque fois parce que je dis merci, je vois que ça a été des bonnes vibrations quand écoutait cette voix. C'est-à-dire que quand maman quand qu'elle se relâche et tout, cette voix, ça me rappelle à quel point c'était bon ce moment, hein. Heureusement qu'ils me font pas genre arrête de me parler. Non, non, c'est toujours des bons moments, hein, et c'est un enseignement, les enfants nous enseignent toujours. Voilà, c'est tous ces moments-là qui m'ont enseigné que oui, c'est important en fait, dès le moment où le bébé est dans le ventre déjà
d'être en lien. Peu importe ce qui arrive, encore une fois, on peut avoir des angoisses, on peut avoir son père de malade, etc. Évidemment on va pas s'arrêter ou faire semblant, surtout pas faire semblant, parce que l'enfant, il va sentir ça de toute façon. Mais d'expliquer aussi à l'enfant, de dire, bon, écoute, voilà, il y a des moyens de protéger, en plus de se protéger de tout ce qu'on peut vivre aussi. Hein. Donc ça, on apprend aussi, hein, les mamans qui ont des problèmes, on apprend à se protéger certaines choses et protéger l'enfant. Mais l'enfant, il va vivre de toute façon, il va apprendre aussi que même en cas de coup dur, on se relève. Et ça, c'est un formidable enseignement finalement qu'on donne à l'enfant, hein, où je peux être en bas, je peux avoir une angoisse, je peux avoir une déprime, mais je me relève de tout ça. Et ça, il va l'apprendre déjà dans le ventre de maman. C'est de la résilience, c'est vrai. Quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai lu votre livre Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es. Ça a été une révélation, j'ai trouvé, de lire ce livre qui est hyper simple et pragmatique et enfin, qui fait beaucoup de sens. Tu donnes beaucoup d'exemples dans le livre. Moi, par exemple, je suis née par césarienne, cordon autour du cou, à une époque où on pensait vraiment que c'est la surmédicalisation de l'accouchement. Et j'ai ce que tu décris, c'est-à-dire que moi, il y a eu plein de fois dans mes moments d'angoisse où je me réveille la nuit avec la sensation d'étouffer. Et quand j'ai lu dans ton livre que c'est assez courant quand on a vécu ce type de naissance, je me suis dit, est-ce que j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, mais toi, t'as ça quand t'es angoissée? Il me dit, non, pas du tout, parce que lui, il est pas né de cette manière-là. Et je lui ai dit, ok, d'accord, déjà, j'explique un peu pourquoi je ressens ça. Je trouvais très intéressant. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça pourrait donner dans la naissance? En fait, dans le Dis-moi comment tu es né, j'ai beaucoup de vignettes cliniques comme ça. J'ai voulu mettre beaucoup de vignettes cliniques parce que je voulais surtout pas dire si vous êtes né comme ça, vous êtes obligatoirement ça, parce que ce n'est pas le cas en fait. Comme je disais, on peut être très stressé et avoir un enfant qui évidemment va être stressé et peut-être qu'il va rester stressé toute sa vie parce que ça va être un angoissé de première, ou peut-être que ça va être un qui va dire ok, j'ai surmonté ça, maintenant je suis au pouvoir. Ça peut être au contraire un gars qui va défoncer tout. Donc on peut pas dire vous êtes né comme ça, donc il vous arrivera ça, vous êtes comme ça. Mais en revanche, on peut s'interroger sur sa naissance et ça, c'est extrêmement important. Le nombre de gens à qui j'ai demandé qu'est-ce que vous savez de votre naissance qui disent je crois que ça s'est bien passé, ou alors l'inverse, évidemment, parce que tu as dû voir dans le livre qu'il y a des choses horribles qu'on entend quand on est né. Tu m'as fait souffrir, mais si tu m'as... Une mère qui disait quoi? Tu m'as déchiré le ventre. Un gamin, parce qu'après on leur dit ça à chaque anniversaire, hein, quand ça rappelle, parce que l'anniversaire c'est le rappel de la naissance, donc oh là là, je me souviens il y a 10 ans, oh je me souviens il y a 20 ans, mais ça donne une sorte de culpabilité évidemment à l'enfant qui continue de penser qu'il a vraiment déchiré sa mère et que j'aurais mieux fait de pas venir finalement, ce que j'ai fait du mal, je l'ai fait souffrir. Donc il y a plein de choses comme ça, les prénoms aussi qu'on donne à l'enfant, c'est extrêmement important. Qui a donné le prénom, etc. C'est des choses dont souvent on ne parle pas, même les gens qui j'enseigne l'hypnose, des fois je leur dis, parce que j'en prends des fois en cobaye, entre guillemets, pour le groupe, et dis, qui t'a donné le prénom? Je dis, mais c'est important quand même, c'est notre venue au monde. Les premiers mots qu'on entend, les premières sensations qu'on entend, qui m'a donné ce prénom, tout ça, ce sont des questions, je crois que c'est des questions essentielles en fait. Qu'est-ce qui est arrivé lors de mes premiers instants sur cette terre, hein? Alors bien sûr, dans le ventre de maman, on va pas toujours se souvenir, mais on peut par maman et papa se dire qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce couple-là, dans la famille en fait, est-ce qu'il y a eu des choses terribles qui sont arrivées, donc on va la voir comme ça, et c'est bien de savoir qu'on ne peut traiter que ce qu'on a accueilli et se dire, ok, il est arrivé ça. Ça veut pas dire je me roule dedans et puis il est arrivé ça, quelle horreur, oh là là, j'ai pas de chance. Non, du tout. C'est-à-dire, il m'est arrivé ça, il est arrivé ça à la famille, ok, c'est intéressant. Moi, je demande toujours à mes patients de se dire, même quand c'est des choses dramatiques, de dire, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que ça parle de moi, ça parle de qui je suis. Et une fois que j'accueille ça, là, je peux le transformer. Je ne peux transformer que ce que j'ai accueilli, c'est très simple. Donc, si je dis je veux pas voir, je peux entendre, je peux pas connaître, bon, ben, on peut pas travailler ça, évidemment. On peut travailler autre chose, mais pas ça. Donc, c'est, voilà, dis-moi comment tu es né. Voilà, donc, en effet, il y a ma fille aussi est née avec le cordon autour du cou aussi. Et elle ne peut pas, par contre, mettre de pull vert, voilà, tout ce qui est col roulé.
Jamais. Les cagoules, une petite, je mettais les cagoules. Ah, je ne supporte pas, maman. Et quand elle a lu le livre, tout de suite, elle a reconnecté, elle m'a dit, ah, ben oui, je me suis bien retrouvée. Mais il y a une chose qui est importante aussi, et que je voudrais dire, parce que j'en parle en détail, mais c'est important, et tu as dû le faire aussi, c'est les petits souvenirs comme ça qu'on a, c'est d'écrire, en fait. Moi, pour mes deux enfants, j'ai écrit un livre chacun, juste pour nous, il ne sera pas édité, évidemment, mais je leur ai écrit tous les jours des pages de ce que je vivais, etc. Et je me rappelle quand ma fille, donc à 7 ans, je leur ai tous les deux donné, offert avec leur cadeau d'anniversaire, mais ils n'ont jamais regardé, s'en fichaient totalement. Et c'était beaucoup plus intéressant de voir le petit chausson. Regarde, maman, je mettais ça, tu te rends compte? Ben oui. Et le livre, non. Donc non, bon, j'ai dit, bien à un moment donné, ils le liront quand ce sera le moment, quoi. Et ma fille, quand elle est partie, donc c'est très symbolique, quand elle est partie de la maison, pour aller à côté dans la rue, en fait, prendre un studio. Elle est partie avec une valise, je ne savais pas ce qu'il y a dedans. Et le lendemain matin, elle est venue me voir. C'est très symbolique parce qu'elle part la première fois hors du cocon familial. Donc, elle avait emporté son livre de grossesse qu'elle n'avait jamais lu. Et là, elle l'a emporté. Elle vient le lendemain matin en me disant, dis donc, maman, je ne savais pas qu'à 6 mois de grossesse, il s'était passé ça. Je ne sais même plus. Et moi, je lui dis, non, 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 ça ne s'est pas passé, c'est mois de grossesse. Elle m'a dit, comment ça? Je dis, bah oui, je m'en souviendrai, je lui dis. Et elle me dit, mais maman, tu l'as marqué dans ton livre de grossesse. Ah, je dis, ben si je l'ai marqué, c'est que ça s'est passé. Je ne m'en rappelle plus. C'est là où on voit qu'on sélectionne des choses, donc de marquer. Or, elle s'est arrêtée là-dessus parce que dans sa vie, ça faisait sens, ça lui a parlé. Mm. Moi, si elle m'avait dit, tiens, pourquoi je fais ça, maman, etc., on dit non, non, ça s'est jamais arrivé. Heureusement que je l'ai marqué parce que elle, du coup, ça lui donne des infos sur elle, sur ce que j'ai vécu pendant la grossesse, ce qu'elle a donc vécu. Et ça a fait sens dans sa vie. Donc, je dis que quand on est enceinte, c'est bien d'écrire. Alors, tout le monde n'a pas l'occasion d'écrire des bouquins, je comprends, parce qu'on n'a pas envie ou n'a pas le temps, etc. Mais dans Hypnonatal, justement, il y a une place qui est faite, à vue sur les petits livrets qu'on vous donne, une place qui est faite pour écrire ce qu'il y a de plus intéressant et aussi les messages qu'on offre à bébé. Et que le bébé nous offre, parce que si on est vraiment à l'écoute, le bébé peut nous envoyer des infos, hein, des messages d'amour, et aussi son prénom. Tout d'un coup, on se réveille en disant, je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler comme ça. C'est vrai. Tu as vécu ça? Moi, non, mais c'est vrai que on entend souvent ces histoires c'est lui qui m'a donné son prénom. C'est le bébé qui m'a suggéré le prénom dans un rêve. J'ai fait un livre qui s'appelle Venir au monde où j'ai vu combien, je sais pas, 150 pays différents en fait pour les rituels de naissance, que j'étais passionnée par ça. Donc je voulais un livre là-dessus, je ne l'ai pas trouvé, donc je me dis je vais le faire. Donc c'est pas bon. J'ai fait un énorme boulot pour trier toutes ces informations-là. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des endroits dans le monde où justement le bébé, on va écouter ce que le bébé dit et on va même des fois dans certaines régions du monde lui dire tel prénom, si le bébé écrit, ça va pas. Et quand le bébé s'appelle, c'est le bon prénom. C'est-à-dire que c'est le bébé une fois qu'il est né. Mais déjà enceinte, en fait, on sait que le bébé est une personne. La preuve, il y a des régions en Asie, par exemple, où le bébé, quand il naît, quand le bébé sort le bout de son nez, il a déjà 9 mois. C'est-à-dire qu'on considère que déjà, quand il est dans le ventre de sa mère, il il vit. Et nous, on démarre à 0 ans, en fait, à partir du moment où il sort du ventre de maman. Mais là, il a 9 mois déjà en Asie quand il sort du ventre de maman. Ouais, c'est vrai, tu vois, j'ai jamais pensé à ça. J'ai 35 ans, mais en fait, j'ai plus. Parce qu'évidemment que j'ai été née, j'étais déjà un être vivant avant de naître. Tu as dépassé les 40 ans maintenant. Je suis déjà passée de l'autre côté. Peut-être 36 ans. Oui, j'ai 36 ans, c'est sûr, du coup. Ouais, c'est marrant. C'est vrai. Tu parles beaucoup d'une méthode, je trouve on en parle très peu en France, le rebirthing. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait en thérapie? Comment tu accompagnes quelqu'un qui voudrait venir travailler sur sa naissance et être plus apaisé? Alors, il y a plein de manières de rebirth. Moi, j'en ai fait plusieurs parce que j'avais des choses aussi à retrouver de ma naissance, etc. Quand j'ai fait ma thérapie, quand on est thérapeute, vaut mieux avoir fait beaucoup de thérapie avant. Et là, évidemment, comme moi, j'avais ce qu'on appelle un refus d'incarnation, c'est-à-dire ne pas vouloir venir au monde. Je ne savais pas d'ailleurs, après j'ai demandé à ma mère à quel moment je suis née, comment, etc. Donc elle m'a dit, ben voilà, les pompiers sont arrivés le matin parce que non, et je suis arrivée à 17h. Donc vous voyez, il y a quand même
depuis le petit matin jusqu'à 17h. Et ma grand-mère a cru que j'étais morte tellement on lui parlait pas de ce bébé. Enfin bon, bref, j'ai vécu ça plusieurs fois avec plusieurs méthodes en fait. Donc il y a différentes méthodes. On peut être coincé sous des matelas par exemple, mais on est en état modifié de conscience. J'ai fait aussi un truc avec un psychiatre. Faut avoir confiance là, enfermé dans un sac, oui, mais Ah oui. étouffé. Et où je ne bougeais pas, hein, c'est pas grave, hein, je peux mourir. Il me dit après un petit putain, j'aurais pu t'étouffer, toi. Je dis ben ouais, je sais bien. Donc tout ça, cette compréhension de soi aussi, de se dire ben là, petite, et moi dans les matelas qui sont comme le ventre de maman, puisqu'on est en état modifié de conscience à ce moment-là, et à ce moment-là, je dis moi je sortirai pas. Non, non, on peut y aller, pousser à 10 personnes à me pousser pour que je sorte. On a une résistance, mais incroyable à ce moment-là. Puis à un moment donné, on se dit, il faut que je y aille. Alors, c'est de la souffrance aussi, parce qu'il faut sortir. Et à ce propos-là, j'ai une gamine qui est venue me voir, et la mère m'a dit, je suis venue vous voir, vous, parce qu'elle vous a écouté, et elle a dit, c'est elle que je vois. On n'avait pas vu encore de psy. La gamine a décidé, elle avait 6 ans ou 7 ans. 7 ans, elle a décidé que c'était moi. Je dis, bon, je te remercie, ma puce, etc. Et je lui demande ce que je demande à beaucoup d'enfants. Est-ce que tu te rappelles de ta naissance? Des fois, les enfants se rappellent, des fois pas, peu importe, mais quand ils ont 7 ans, ils sont proches quand même de la naissance plus que nous. Et là, la gamine me dit, oui, oui. La mère dit, qu'est-ce que tu racontes? Je voulais pas venir. Et la mère, mais qu'est-ce que tu racontes, madame? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai laissé la parler, madame. Tu ne voulais pas venir, ma fille? Elle dit, non. Je voulais pas venir, ça a été dur, je voulais pas venir, etc. Je connais bien, mais je ne lui dis pas, mais non, mais bon. Et je lui dis, ben alors, tu es là quand même. Donc, tu es venue. Elle me dit, oui. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut y aller, je suis venue. Et elle se remet sur le siège et elle fait ah, ça fait du bien d'être entendue ou d'être comprise. Non, ça fait du bien d'être comprise. Et moi, j'entends le fait qu'elle peut dire quelque chose qu'on voit bien qu'elle ne pouvait pas dire à sa mère parce que sa mère, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'était pas ça, pas seulement, du moins. Et elle se relève puis elle me regarde droit dans les yeux et me dit parce que vous non plus, vous ne vouliez pas venir. Elle était folle. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, Madame Bartoli? Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, ouais, c'est vrai. Tu as exactement raison, ma chérie. Moi non plus, exactement comme toi. C'est ça, et pour ça qu'elle a voulu venir me voir à la gamine très très branchée, hein, on va dire. Elle a entendu ma voix et par la voix, elle a senti que moi j'avais vécu ce qu'elle avait vécu, que je pourrais la comprendre. Et donc du coup, faire en sorte, bon, j'ai pas eu besoin de la voir beaucoup cette gamine parce qu'elle a vite très très bien évolué en l'espace d'une ou deux séances, mais vraiment. C'est pour vous dire à quel point les enfants sont vraiment reliés aussi quand on laisse faire, etc. Alors des fois, on se dit, oh, mais non, c'est pas possible, arrête de dire, etc. Écoutons un peu les enfants ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'ils savent beaucoup plus de choses qu'on pense, en fait. Donc voilà. Donc maintenant, moi, comment je fais? Je travaille beaucoup donc avec l'hypnose, parce qu'on peut faire tellement de choses avec l'hypnose. Donc là, jusque-là, je l'ai fait surtout avec en petite semaine, parce que je trouve que c'est formidable de se couper en fait totalement du monde et d'être dans un lieu privilégié. J'ai fait au Maroc, j'ai fait en Andalousie, mais ces lieux maintenant ferment, donc du coup je cherche un lieu pour pouvoir le faire, mais un lieu où il y a que nous en fait, qu'un petit groupe. Et là en fait on va travailler sur déjà des choses même de l'enfance, etc. Et de choix de vie, etc. Et à un moment donné, aller en effet transformer ça. Et je l'ai fait avec pas mal de patients quand je suis sûre que là, qu'on est d'accord sur le fait que là, il y a eu quelque chose à la naissance. Mais dans Dis-moi comment tu es né, il y a certains petits, il y a des visualisations à la fin. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des visualisations pour, voilà, alors ça peut être pour soi, mais ça peut être aussi pour son enfant. Ben, son enfant, il faut le faire avec un conte. De ce qu'on a entendu à la naissance, de ce qu'on nous a dit, de comment on a vécu, des blocages qu'on peut avoir aussi. On est dans le ventre, on est bloqué, et le blocage va continuer toute la vie si on ne travaille pas ça finalement. Hein. Les gens qui arrivent, c'est des mots qui évidemment me parlent quand les gens viennent en disant je me sens bloqué. Tac, bon. On va aller visiter la naissance. Alors on va me dire c'est pas obligatoirement ça, peut-être, mais on va aller la visiter et bien souvent c'est le cas quoi. Donc là on va les revisiter et on va les dire à l'inconscient. Voilà, ça, il s'est passé ça, on va pas effacer quelque chose totalement, mais on va pouvoir l'accueillir déjà et ensuite se dire, OK, mais ça, peu importe la façon dont c'est fait, maintenant, je veux penser autrement, je veux faire autrement, donc je vais rejouer ma naissance autrement et on peut rejouer la naissance au niveau inconscient, c'est-à-dire qu'on va pas rejouer physiquement, mais on va la rejouer totalement et l'inconscient, il comprend bien que ça, c'est mieux quand même. Il va nous aider à faire la transformation. Comment est-ce que tu expliques le fait que notre naissance a
puisse conditionner autant notre vie future? En fait, quand il nous arrive quelque chose, en fait, une sorte de petite blessure émotionnelle, on va dire, c'est toujours part de l'émotion, en fait. Donc, je me sens angoissée, ou j'ai peur, ou je suis triste, voilà, tout ce qui va être émotionnel, comme ça, ça va devoir être géré très, très rapidement, mais on n'a pas le moyen, même adulte, on n'a pas le moyen de gérer ça. C'est l'inconscient qui va tout de suite proposer une parade comme ça pour qu'on puisse vivre. On voit bien les femmes, par exemple, qui sont violées, etc., elles sortent de leur corps instantanément, souvent. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il a décidé que ça, c'est trop difficile, donc je vais sortir de mon corps. Donc, et si ça se représente une autre fois, il va retrouver. Parce que, évidemment, les mémoires, après, vont faire qu'on va répéter. Si on a le même genre de situation, on va pouvoir, donc ça peut être, je m'enferme sur moi, ça peut être, je suis plus bagarreur, ça peut être, je pleure, etc. Ça peut être, j'ignore et je n'y pense plus. Non, j'efface, parce que c'est trop difficile. Donc, ça peut être des petites choses. On n'est pas obligatoirement d'avoir des traumatismes. Bien sûr, ça le fait pendant les traumatismes, mais pas uniquement. Ça peut être simplement une pensée que maman a, etc., que je ressens. Et dans ce cas, ça m'apporte de la tristesse. Et comment faire? L'inconscient va chercher dans notre propre vie. Quand on est bébé, évidemment, on n'a pas beaucoup de temps de vie, mais s'il y a déjà eu la même chose, il va répéter avec la même parade. S'il n'y a rien eu dans ma vie parce que je suis trop jeune, etc., dans la vie des parents, pour ça qu'on répète aussi au niveau familial, quelque chose que maman ou papa a vécu finalement. Tiens, ça a marché pour elle, elle est toujours vivante, donc elle a vécu longtemps, je fais pareil. Si c'est pas dans la famille, les arrière-grands-parents, peut-être les grands-parents. Et alors, il peut aller bien plus loin dans l'inconscient collectif. On a tout vécu dans l'inconscient collectif depuis des milliers d'années. Donc, tout ça, on a des informations, évidemment, que j'appelle moi des informations archétypales, puisque ces personnages, même si on ne les connaît pas, même s'ils ont 500 ans, ils vivent en nous, finalement, dans leur mémoire, du moins. Et là, à partir de ce moment-là, la parade est faite. Donc, comment aller la retrouver? Après, on va répéter, évidemment. À chaque fois qu'on aura le même genre de situation, que l'inconscient va dire, oh là, ça ressemble, oh, vite, j'envoie la parade, comme ça, je protège la personne. Et donc, on va se retrouver à répéter, et c'est ça qui va faire que, pourquoi je répète toujours ça? Pourquoi à chaque fois que je vois quelqu'un comme ça, à chaque fois qu'on me dit ça, je hurle? Pourquoi à chaque fois? C'est à partir de là, en général, on se dit, je vais peut-être faire un travail sur moi, je vais peut-être aller rechercher des informations, parce que là, j'en ai ras-le-bol de faire la même chose. Mais l'inconscient, lui, va pas arrêter. Puisque lui, c'est sa parade, justement. C'est ce qu'il a trouvé pour colmater la blessure. Il colmate toujours de la même manière. Donc, à un moment donné, il va falloir lui dire, OK, très bien, tu as colmaté de la même manière parce que j'en ai besoin à un moment donné. Maintenant, ça suffit, quoi. Donc, il va falloir aller sur son plan à lui, l'inconscient. Parce que sinon, au niveau conscient, vous avez beau dire tous les jours, faut que j'arrête, ça va pas marcher. Il faut aller au niveau inconscient pour vraiment, il faut discuter. Et le moyen de discuter, justement, l'hypnose va permettre ça, parce que c'est un état amplifié de conscience qui permet d'être hors temps, hors espace, pour pouvoir, on parle le langage de l'inconscient. Et le langage de l'inconscient, c'est du symbole, c'est de la métaphore. Donc, évidemment, on a une façon de parler qui est très métaphorique, qui est très imagée, on va dire, et on va se servir beaucoup de symboles, parce que ça, c'est très compréhensible par l'inconscient. Et pour ça que les cartes que je fais sont très symboliques. J'ai fait plusieurs jeux de cartes et à chaque fois, ce sont des symboles qu'on va réveiller, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, parce que c'est ce qui parle le plus en fait à l'inconscient, que ce soit l'inconscient d'un petit ou d'un grand ou d'une grande. Si nous, on est en tant que jeunes parents, aujourd'hui, on comprend de plus en plus l'enjeu autour de la venue au monde du bébé. On essaye un peu de déconstruire la surmédicalisation et amener un peu de douceur dans l'arrivée des bébés. Si ça n'a pas été le cas, parce que c'est pas toujours possible, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent avec notre enfant aujourd'hui, qu'il ait 4 ans, 3 mois? Comment on peut lui parler de sa naissance et qu'est-ce qui est important à dire? Tu veux dire, si l'enfant, et que je me rends compte maintenant, je me dis, oh là là, mais moi j'ai fait ça, ou il est arrivé ça, et puis l'enfant il est comme ça, etc. Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens, en fait. Hein. Donc, alors là, je dirais, si l'enfant est petit, enfin, avant 12 ans, parce qu'après, c'est soit d'aller voir quelqu'un qui va lui parler en conte, donc ça va être merveilleux, soit de pouvoir faire, alors, moi je trouve que les contes, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour les enfants, parce que eux, ils prennent ça comme un conte, comme si on lisait une histoire le soir, hein, pareil, sauf qu'on va y mettre dedans des métaphores qui vont
parler à l'inconscient et l'inconscient va tout de suite tilter. Ah oui, il est arrivé ça, l'histoire raconte ça, c'est pas la même histoire, mais moi, je switch les deux et je vais faire en sorte que l'enfant aille mieux. C'est pour ça que ça marche tellement bien avec les enfants, parce que les enfants, ils écoutent l'histoire comme s'ils écoutaient une histoire. Et donc, ils sont totalement, on va dire, ils sortent sur la vague de l'histoire, hein, alors qu'un adulte va plutôt se dire, pourquoi me raconte ça? Tiens, oui, parce que c'est ça, etc., c'est ce problème, etc. Ils vont pas du tout être au niveau inconscient, ils vont être plutôt au niveau conscient, parce qu'ils sont en train d'analyser tout. Les enfants, ils n'analysent pas, ils prennent, en fait. Donc là, en fait, c'est grâce à des histoires, et donc dans Dis-moi comment tu es né, d'ailleurs, il y a une histoire qu'on va pouvoir transformer en fonction de ce qu'a vécu l'enfant. Ça, c'est pour la naissance, en fait, hein. Donc là, on va pouvoir transformer des choses en disant, tiens, et on va le faire d'un point de vue symbolique. C'est ce qui marche le mieux avec les enfants. Donc, on va leur raconter une histoire. Quelle histoire? Je ne sais plus exactement ce que j'ai pris une histoire, il peut y en avoir 1000, mais j'ai pris une histoire qui pouvait être remaniée en fonction de ce que l'enfant a vécu. Est-ce qu'il a été bloqué? Est-ce qu'il est né par César? Est-ce qu'il a beaucoup de pression? Est-ce qu'il est né par forceps, etc. Bon. Tout ça, on va avoir des informations. Toujours, mais le niveau métaphorique, c'est l'histoire d'un petit enfant qui, non, surtout pas, parce que on va le faire d'un point de vue métaphorique. Et quand il est plus grand, c'est pareil. L'histoire, on va la faire d'un point de vue métaphorique de toute façon. Maintenant, s'il a 15 ans, 16 ans, etc., et que, on lui parle carrément avec des mots très simples de ce qui s'est passé, sans vouloir se lamenter en disant, oh là là, j'aurais pas dû, etc. Non, en disant, voilà, il s'est passé ça. T'as dû le ressentir, mon chaton, mais si c'est un garçon, ou ma puce, si c'était une fille. Mais voilà, moi je te dis, il y a des informations. Les enfants, qu'ils soient petits ou grands, ils ont besoin d'une information, en fait, que ce soit cohérent. La cohérence est extrêmement importante. Moi, en PMI, j'ai vu des parents qui, voilà, il s'est passé des tas de choses dans leur vie, etc. Qu'est-ce que vous avez dit aux petits? Surtout pas, c'est trop dur. Comment ça, vous n'avez rien dit? Mais l'enfant, alors, mais on ne peut pas lui dire, c'est trop difficile de dire ça à un enfant. Trop difficile? L'enfant, il le sait. L'enfant sait tout. L'enfant sait tout. Dès le moment où on se dit ça, et les parents ne veulent pas me croire, me dire, non, mais ça c'est pas possible qu'il le sache. Ouais. Vous pensez, j'ai eu une femme qui était venue avec sa gamine en PMI. La gamine va très bien, donc je lui dis, c'est pas la peine d'en venir, elle va très bien, votre puce. Alors, peut-être que je vais venir avec le grand. Qu'est-ce qu'il a, le grand? Le grand, son papa, c'est pas son vrai papa. Mais lui, il croit que c'est son vrai papa et ça m'embête parce qu'un jour, peut-être qu'il le saura. Je dis, mais il le sait déjà. Non, 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 il le sait pas, mais ça m'angoisse. Et puis, il a eu un bébé, il a eu un jumeau mort à la naissance. Oh ben, le gamin, 7 ans, hein, le gamin, tu veux dessiner? Moi, qu'est-ce que tu veux que je dessine? Il me dit, je lui dis, ben, je sais pas, ta famille, par exemple. J'ai une idée dans la tête, évidemment. Et lui, il me fait, les enfants, c'est eux qui dirigent, évidemment, comme les adultes. Je dis, bon, bah alors tu me dessines ce que tu veux, quoi. Et il me dessine sa naissance, en fait. Mais évidemment, métaphoriquement, parce que les enfants savent faire ça métaphoriquement, c'est-à-dire que c'est un vaisseau spatial avec le don qui ne veut pas sortir du vaisseau et qu'il y a un terrien qui a inventé un appareil qui est extrait de son vaisseau. Et donc, je dis à la mère, hein, il est né sous forceps. Comment vous savez ça? Je dis, ben, il me l'a dessiné. C'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, ben, si, il me l'a dessiné, c'est très clair. En formation, je montre le dessin qui est tellement clair. Et donc, là, le gamin, je lui ai dit, donc j'avais pas encore vu le dessin parce que je regardais pas le dessin, j'étais plutôt sur le monde, donc je parle un peu de la famille. Très rapidement, il m'a dit, tu sais, mon papa, c'est pas mon vrai papa. Elle meurt. Donc après, elle m'a dit, mais comment il le sait? Il le sait. Voilà. Donc, mais il me disait, mon papa, moi, il me dit, tu vois, moi, je pense que les vrais papas, ce sont ceux qui nous aiment et qu'on aime. Donc, ce papa que j'ai actuellement, je l'aime et il m'aime. Et donc, voilà, j'ai décidé que mon vrai papa, ce serait celui-là et pas l'autre. Très bien. Donc, il est clair là-dessus, le gamin. Donc, on parle de ça, etc. Et après, on va sur la naissance. Donc, et je vois ce dessin à la fin. Je dis, ah oui. Et alors qu'on était en train de parler bien, et il était déjà en train de dessiner depuis le début. Et donc, il dit, comment je peux lui dire? Je dis, mais lui, très simplement. Ça va être bientôt l'été, là c'était en juin, donc ça va être les vacances, vous allez partir en vacances, ben, très bien. À un moment donné, vous serez seul avec lui, vous lui direz, je sais que tu sais que ton père, non, mais je sais que tu l'aimes et c'est ça qui est important. Et c'est tout. C'est pas la peine d'en faire des masses en disant, tu sais, j'ai quitté ton père parce que machin. On s'en fiche. Là, le gamin, s'il veut poser des questions, il en pose. Mais là, le gamin, ça lui allait très bien, ça. Donc, je dis, mais au moins, il saura que vous savez, parce que sinon, ça peut être ce truc qui est un peu angoissant de se dire, pourquoi elle m'en parle pas, finalement, hein? Peut-être qu'il y a quelque chose derrière, etc. C'est toujours ce qui n'est pas dit,
l'enfant va beaucoup plus s'inquiéter sur ce qui n'est pas dit, en fait, alors que nous, on va trouver que, enfin, adulte, on va trouver, moi, je veux dire, en PMI, j'ai reçu la mère, pendant 2 ans, n'a pas dit que le papa était mort, hein, parce que, il est mort d'un accident de voiture et que elle a été traumatisée, parce qu'on l'a appelé au téléphone, on lui a dit au téléphone, elle s'est arrêtée de vivre à ce moment-là, et les gamins, c'est des puéricultrices de secteur qui m'ont dit, on voudrait bien que tu vois les gamins, parce qu'ils se balancent, etc. Je dis, ah oui, et j'ai dit à la mère, va falloir le dire aux enfants, mais non, 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 c'est trop difficile, c'est trop difficile. Mais les enfants le savent de toute façon, sauf que c'est pas cohérent, donc ils commencent à pas être bien, parce que là, ça manque de cohérence. Donc, ah non, non, je peux pas leur dire, c'est trop dur pour eux. Est-ce que vous permettez que moi je leur, parce qu'elle voulait pas leur dire. Donc, est-ce que vous permettez que moi je leur dise? Je lui explique pourquoi, etc. Je lui explique, moi, mon point de vue, que les enfants, de toute façon, ils savaient que ça va aller très bien. Elle pleure, etc. Elle me dit, d'accord, heureusement, elle me donne aussi cette autorisation. Et quand j'ai les enfants et que je leur dis, moi, ils sont en train de jouer, je leur dis, tiens, ils s'arrêtent tous les 3 de jouer, ils étaient 3. Ils m'ont posé 1 ou 2 questions. Elle est venue les embrasser en disant c'est vrai ce qu'elle dit, ça. Terminé. Et les enfants, ils étaient super bien après. Et même elle, après, toute l'équipe m'a dit c'est incroyable ce qu'elle a changé. Et bien sûr, parce qu'elle était avec ce mensonge, enfin, cette omission, en fait, pendant tout ce temps-là. Mais les enfants savent. Et après, on n'a pas besoin de raconter toute l'histoire. On a juste, avec des mots simples, dire ce qui est. Voilà. Parce que il faut se dire, mettre dans la tête, il sait déjà, finalement. Hein. Il sait déjà. Et si je mens, et si j'omets de dire, l'enfant va se demander pourquoi. Là, cette mère-là, je lui avais dit, qu'est-ce que vous leur avez dit, puisque ça fait 2 ans qu'ils ne voient pas leur père quand même, qu'est-ce que vous avez donné comme excuse finalement? Je leur ai dit qu'il était parti chercher des bonbons. Qu'est-ce qui est passé par la tête de cette mère pour dire ça? En tous les cas, là, les enfants commençaient à grossir, évidemment, parce que quand on aura fini les bonbons, peut-être que papa, il va rentrer finalement. Hein. Mais c'est pas cohérent. Papa et maman me disent ça, mais moi, je sais qu'elle est pas bien, maman. Et moi, je sens qu'il y a autre chose derrière, mais je sais pas quoi. C'est terrible pour l'enfant ce qu'il est en train de vivre là quand on dit pas la vérité, finalement. Hein. Et la vérité, il n'y a pas besoin d'en faire un drame. On dit les choses très simplement. Et voilà. Tu as dû sentir ça quand dans le ventre de maman, tu as dû sentir ça à la naissance, etc. Et dire, ah oui, mais s'il n'a pas senti, on lui dit, non, mais ça va faire sens chez lui. Ça fait, ok, c'est comme un puzzle. Hein. Moi, je dis souvent, c'est comme un puzzle. On a ça, on a ça. Il a des boules, le gamin, mais il manque un bout, là. C'est quoi, ce truc? Et c'est comme si on lui remettait, tu vois, ça, c'était là. Ah oui, d'accord. Ok, donc le puzzle, il est bon. Donc, en fait, si on reparle juste de la naissance, ce serait soit on le fait sous forme de conte, parce que on aime ça aussi, ce monde imaginaire, et on arrive à raconter, ça peut être sympa à faire d'ailleurs, à créer, ou on se dit, ben, on met des mots très simples sur un vécu, évidemment sans omettre, sans être dans le « c'est horrible, c'était un drame », de dire bah, pour moi ça a été difficile, parce que pour certaines femmes ça a été vraiment un moment extrêmement difficile et douloureux, et de dire ça, tu as pu le ressentir et peut-être que tu te souviens de ça, mais en tout cas mettre des mots simples, mais en parler. Voilà, et en parler quand l'enfant est plus grand, même s'il est adulte maintenant, etc., d'en parler, de ne pas y revenir sans arrêt, parce que ça devient après, Oui. voilà, mais de dire les choses, parce que ça va lui permettre souvent de débloquer quelque chose chez lui, même sans qu'il le sache, évidemment. Alors aujourd'hui, quand les enfants naissent sous le secret ou sont placés, les sages-femmes, les puéricultrices écrivent la naissance, racontent, donc il y a une trace, on le sait dans les dossiers. J'ai une amie qui s'occupe des bébés placés de 0 à 3 mois, donc elle leur écrit à chaque fois ce qui leur est arrivé pendant les 3 mois avant l'adoption. Mais il y a des générations où malheureusement il n'y a aucune trace. Il y a aussi des gens qui ont perdu leurs parents. Comment on fait quand on ne sait pas ce qui s'est passé ? Ouais, ça c'est difficile parce que on n'a pas. Lui, il a l'info, évidemment, il a vécu ça, hein, l'enfant, dans le ventre de maman. Mais alors, si c'était un pays en guerre, donc après, on va se renseigner sur où est-ce que ça s'est passé, la naissance, parce que quand c'était un pays en guerre, on peut se douter aussi que la mère, elle avait beaucoup d'angoisse aussi, que ce qui se passait dans le pays, c'était très angoissant. On peut se douter que l'enfant, il avait, parce que moi j'ai reçu pas mal de parents qui ont des enfants adoptés en fait et qui vivent des choses très difficiles parce qu'ils ne comprennent pas évidemment parce qu'ils n'ont pas. Mais l'enfant, il l'a. Alors moi, je travaille en résonance énergétique, donc ça veut dire que moi, je me mets en lien avec d'inconscient à inconscient en disant qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, j'ai des images et des choses, et là, je vais pouvoir travailler avec l'enfant là-dessus, en fait. Mais quand on n'a pas cette résonance-là, on peut déjà se dire, OK, il a dû se passer ça parce qu'il était dans tel pays, il est né à telle époque, OK, donc il a dû se passer ça et ça. Donc, de toute façon, l'enfant, il va montrer par lui-même qu'il y a des angoisses, etc., les peurs ou autres, tout ce qu'il vit. Donc, on va travailler là-dessus et on va travailler
par métaphore toujours avec les enfants, quoi. Hein. Ce qui va beaucoup être... Les enfants, on peut travailler autrement en hypnose, mais franchement, moi, je trouve que c'est tellement puissant de faire un conte totalement adapté à l'enfant. Et là, on ne sait pas toujours ce qu'il a vécu, soit, mais on peut d'abord imaginer et on va faire quelque chose de beaucoup plus large parce que ça va gérer. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'art d'apaiser son enfant où il y a une quinzaine de problématiques d'enfants, qui sont celles qu'on retrouve le plus souvent. Et à chaque fois, il y a des visualisations et des contes qui sont adaptés, voilà, qui sont évidemment, c'est pas un conte pour votre enfant là, puisque c'est un conte qui va aller à plusieurs enfants. Mais déjà, là, il y a plein de parents qui m'ont dit, ah là là, il a lu. Et puis, il a demandé de relire un autre conte qui avait apparemment pas en lien avec ce qu'il faisait, mais lui savait que c'était en lien quelque part, puisqu'il demande ce conte-là aussi. Ça veut dire que là, il n'y a pas que, je sais pas, de la tristesse ou la perte de la grand-mère ou autre. Il y a autre chose derrière, en fait, et l'enfant va redemander les contes sont parfaits pour ça, hein, franchement, et ça va être plaisant. C'est une thérapie très plaisante pour les enfants parce que finalement, ils viennent pour écouter des histoires. Ils viennent pour en raconter aussi parce que j'écris des cartes qui s'appelle des cartes créatives. Et dedans, il y a un héros qui vit des choses difficiles, etc. Et l'enfant va tirer au hasard, entre guillemets, au hasard. Et moi, je ne crois pas au hasard. Donc, l'enfant va inconsciemment tirer les bonnes cartes pour créer son conte. Et donc, le conte va nous raconter, moi, le nombre de fois où je dis, ah oui, d'accord, ok, il y a eu un déménagement, personne m'en a parlé. Donc après, la mère, il y a eu un déménagement. Ouais, ouais. Il l'a mis dans son rond, et tout démarre de là. Ah oui, c'est vrai que c'est après le déménagement, mais pourtant, le déménagement, s'était très bien passé pour vous. Mais pour lui, c'est un peu une sorte de trauma. Et donc, il nous le raconte dans le conte. Mais il ne nous raconte pas, moi, il m'est arrivé ça. Il raconte que, je sais pas, le petit prince, il sort de le château et que, oh là là, faut aller dans un autre château. C'est très clair, en fait. Leurs histoires sont hyper claires. Leurs histoires racontent leurs problématiques. Parce que l'inconscient va fabriquer le conte, puisque c'est son mode de parole, on va dire. Hein. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est son langage. C'est le mot que je cherchais. Son langage, c'est la métaphore, c'est le symbole. Donc, avec les cartes créatives, l'enfant va s'en servir en disant je fais un conte, mais finalement c'est l'inconscient qui fait le conte. Voilà, il est arrivé ça, il y a arrivé ça, et depuis, enfin bon, il y a une façon aussi de guider l'enfant, mais c'est fantastique ce que l'enfant détient. On s'aperçoit qu'il détient toutes les informations, et comme à la fin le conte va bien se terminer, l'inconscient dit ah ok, ben ça se termine bien, ok. Donc des fois il règle le problème par lui-même finalement. Tu m'as donné envie d'écrire des contes pour mes filles, du coup. Ouais, elles ont 6 ans, 3 ans et 1 an et demi. Très bien, 6 ans. Alors 6 ans, bien sûr que 6 ans, elle va être complètement dans les contes. Hein, à partir de 4-5 ans, 3 ans, ça dépend. Moi, j'ai eu des enfants de 3 ans, mais bon, faut qu'ils métaphorisent aussi, faut qu'ils arrivent à bien métaphoriser les choses. Donc, en général, on dit à partir de 4 ans, mais il y a des enfants qui, à 3 ans, qui ont lu les bouquins à 3 ans, des contes, parce que j'ai fait plusieurs contes aussi pour enfants, évidemment des contes métaphoriques, dont des contes dont ils se servent après au niveau énergétique, puisque c'est mon dada aussi. Il y a un livre qui s'appelle Les Contes de l'arc-en-ciel, où ils vont aller retrouver. Je l'ai, on le lit avec ma grande. Et donc, à chaque fois, donc ils savent qu'ils ont un impact sur eux, et ça, c'est formidable, parce qu'ils apprennent déjà petits, en fait, à renforcer de belles choses chez eux, et bon, c'est fait pour ça, quoi. Et je te posais la question aussi, alors pas forcément que des enfants adoptés, mais des gens qui ont coupé avec leur famille, des gens qui ont des parents qui sont décédés ou tu vois, qui ont un certain âge aussi et qui veulent se poser des questions. Est-ce que quand tu es en résonance en hypnose, tu peux aller faire parler des choses? Comment est-ce qu'on pourrait s'interroger sur sa naissance si on n'a aucune info en étant adulte? Alors, c'est sur ça. Ah oui, parce qu'on n'a plus personne. Moi, je dis toujours, il y a toujours quelqu'un qui sait. Ça peut être une tante. Souvent, on n'a pas demandé assez. Élargissons. Hein, les parents sont plus là, mais il y a quelqu'un qui peut nous en parler parce que c'est l'histoire familiale qui est là et on a tous entendu parler, même s'il y en a des fois qui veulent pas parler. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Mais dans ce cas-là, on va aller interroger, puisque l'inconscient sait, on va aller faire tout un travail de reconnexion avec la famille ou autre, et on va poser la question à l'inconscient, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, et si on est en état modifié de conscience, on peut très bien aller rechercher des infos, on peut aller aussi retrouver cet état, en fait, dans lequel on était dans le ventre maternel, pour pouvoir retrouver les vibrations de ce moment et des émotions qui sont arrivées à ce moment-là.
L'inconscient gardant tout. Alors maintenant, il ne faut pas que la personne soit dit, je suis sûr qu'il s'est passé ça dans le ventre, je suis sûr que, parce qu'on va créer aussi une sorte de faux souvenir et l'inconscient va répondre par un faux souvenir. Mais bon, en même temps, il faut savoir pourquoi c'est si important de se souvenir de ça. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour que je passe mon temps et mon énergie là-dessus? Alors, en tant que psy, je vais pouvoir aussi lui apprendre à se détacher de ça pour pouvoir vivre pleinement son présent et ne pas rester branché sur voilà ce qui est arrivé et à cause de ça. Vous voyez, les gens qui arrivent à cause d'elle, à cause de ça, voilà, c'est comme ça que je suis. C'est une façon de dire voilà, moi je. Mais peu importe ce qui est arrivé, d'ailleurs, on va s'en servir, on va l'utiliser. En fait, je suis qui je suis parce qu'il m'est arrivé justement tout ça et c'est formidable. C'est formidable, même les choses douloureuses qui sont arrivées, c'est formidable parce que ça m'a forgé plein de choses en moi. Maintenant, si ça m'empêche de vivre et si ça me fait du mal, là, je peux m'en débarrasser. En effet, il faut savoir qu'à n'importe quel âge, on peut travailler ça. Et c'est important de le dire parce que des fois, j'ai eu des gens qui arrivaient tardivement en disant à mon âge, ça va pas être possible. Je dis bien sûr que si, tout est possible, fort heureusement. Hein. Et voilà, il vaut mieux partir en paix, en fait. Hein, c'est important. Je vais te poser une dernière question. J'ai fait une formation de yoga pré et post-natal et on avait une sage-femme qui nous formait, qui nous disait à quel point c'était important, quand on a des enfants, de dire si c'est notre premier bébé, s'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu un avortement, s'il y a eu avant ces bébés, si en fait dans la lignée c'est le premier ou le deuxième. C'est quoi ton avis là-dessus et pourquoi est-ce que ça serait important ? Alors, dans la lignée au soi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont fait des fausses couches avant et des femmes qui ont fait un avortement, qui se disent, bon, c'est du passé, c'était il y a 3 ans, il y a 4 ans. En fait, la mémoire de tout ce qui est arrivé est déjà dans le ventre, en fait, de la maman. Et on va dire que les bébés qui arrivent là, moi, en hypnonatal, on a aussi, j'enseigne aussi la façon dont pouvoir libérer ça, hein, libérer ces mémoires-là et faire en sorte que le bébé, il sente qu'il peut venir maintenant que c'est un peu nettoyé, on va dire, tout ça. Parce que sinon, les bébés n'ont pas toujours envie de venir. Je racontais tout à l'heure l'histoire de ce petit qui a 7 ans et qui me dit, qui me dessine la mort du bébé in utero. Et lui, il veut pas sortir parce qu'il est avec un bébé mort là dans le ventre. Hein, c'est pas facile. Donc là, à ce moment-là, il me marque là, une croix voilà, rouge là et bleu là quand il sort. C'est-à-dire qu'il y a toujours son jumeau qui est là quelque part. Mais tout ça, ça reste là et ça va faire en sorte que le bébé, même s'il va être dans le corps de maman là, il a quand même ses mémoires qui vibrent là et c'est pas facile. Comme c'est pas facile non plus de donner le prénom d'un bébé qui est mort 1 an avant et on va le nommer comme ça parce que l'autre il est parti. Attendez, là, je porte tout ce bébé-là et la mort de ce bébé-là en moi. Enfin, ce sont des choses qui sont évidemment, voilà. Et dans le ventre, on peut libérer ça, mais en effet, vaut mieux même, alors c'est encore mieux quand on sait on voudrait un enfant, pour mieux de libérer en fait tout ça, de libérer ces mémoires-là, les nettoyer, les purifier, on va dire, pour pouvoir accueillir un enfant qui va déjà porter beaucoup moins de mémoire, en fait, hein, parce que là, il a ses mémoires, mais il a aussi les mémoires d'un autre enfant, etc., qui est venu, qui est reparti, etc. En sachant que les bébés peuvent venir et repartir. Dolto disait quelque chose d'intéressant, il disait pour faire un enfant, il faut être 3, le papa, la maman, enfin maintenant on parle de... Et le bébé. Elle ajoutait toujours le bébé, c'est-à-dire que le bébé aussi, est-ce qu'il souhaite vraiment venir? Est-ce que, hein, l'histoire que je racontais tout à l'heure, même moi, hein, dire, ben, est-ce que je vais venir? On a le droit aussi de se dire, ben non, je vais pas venir. Donc, ça permet aussi de nettoyer là, cette mémoire-là, mais aussi de libérer la maman qui peut se sentir coupable de, j'aurais pas dû prendre la route là, j'aurais dû faire ça parce qu'on m'avait déconseillé, etc. Non, mais il n'y a pas que ça, en fait. Arrêtez de vous sentir tout le temps coupable. Les choses sont comme ça. C'est pas parce que vous avez fauté. C'est aussi, le bébé, il a eu aussi peut-être son envie de partir, de revenir une autre fois, etc. Parce que c'est pas toujours facile de venir dans ce monde et surtout actuellement, je dirais, c'est pas facile de venir. Et heureusement, on a plein de bébés qui arrivent avec une très belle énergie et qui sont amenés à bouger un petit peu les choses parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu énergétiquement, c'est difficile. Donc, les bébés sont des super. Moi, je trouve que c'est des super bébés là qui arrivent. Franchement, je les félicite. Bravo. Et il faut le faire. Donc, est-ce que ça répondait à ta question? Très bien, oui. Ça veut dire oui, ça peut être les parents, les grands-parents, etc. Ça peut être dans la famille. Il y a eu ça.
Hein. Ouais, bah, c'est une mémoire aussi que, évidemment, qui court en fait, hein, et ça peut être même au-delà de la famille, ça peut être aussi dans l'inconscient collectif, quelque chose qui. Alors, ce serait trop long à raconter, mais enfin bon, moi j'ai plein d'exemples aussi de choses où on va au niveau archétypal. Alors, quand j'appelle archétypal, c'est au niveau de l'inconscient collectif, rechercher des informations où là, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la naissance et pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant là, c'est parce que des fois, c'est déjà bloqué avant même, parce qu'il y a une mémoire qu'elle a, qui n'est pas une mémoire que j'ai pu vivre, mais que quelqu'un d'autre a vécu, mais mon inconscient a été rechercher cette information-là, et du coup, je le vis comme si c'était moi, finalement. Le principe, c'est ça, c'est que du coup, je vis ça, quand c'est de l'inconscient collectif, je vis comme si c'était moi qui l'avait vraiment vécu, quoi. Donc, ça, évidemment, c'est toujours pareil, il faut aller au niveau inconscient pour pouvoir se débarrasser de ces mémoires-là. Merci beaucoup Lise d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Clémentine, merci à toi et merci à tous ceux qui ont écouté. Merci, bonne journée. Bonne journée. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.